Dans cette deuxième vidéo sur la structuration des organisations, nous allons envisager les structures plus flexibles. Nous avons vu dans la première vidéo que la plupart des organisations étaient organisées de manière classique, mais aujourd'hui, de plus en plus d'organisations choisissent d'être plus flexibles, et on va voir justement pourquoi. Une structure flexible est généralement plus légère, plus souple. On part souvent d'une structure classique, que ce soit fonctionnelle, divisionnelle ou matricielle, et on la fait évoluer sans forcément tout changer. On verra plusieurs modèles juste après. Alors, quels sont les facteurs qui aujourd'hui ont influencé ces changements de structure? Tout d'abord, l'incertitude. Donc, le marché aujourd'hui est incertain. On l'a vu avec le Covid, on le voit avec les différentes crises financières. Il est très difficile pour une entreprise de se projeter à très très long terme. Aujourd'hui, la concurrence est aussi beaucoup plus intense, beaucoup plus imprévisible, et donc il faut être flexible de manière à répondre aux attaques de la concurrence. La technologie évolue très très vite. On l'a vu pendant la crise du Covid, l'apparition de la visioconférence et aujourd'hui fait partie des modes de travail de certaines personnes qui peuvent aujourd'hui télétravailler. Cela a bouleversé un très grand nombre d'organisations et de structures dans les organisations. Les consommateurs sont de plus en plus individualisés, leurs demandes sont de plus en plus individualisées. Donc là aussi, si autrefois on pouvait proposer des réponses globales et donc avoir des services qui proposaient une réponse globale, aujourd'hui il faut de plus en plus de services à la carte, de services individuels qui là aussi influencent la structure de l'organisation. Et enfin les salariés. Aujourd'hui les salariés ont des attentes par rapport à la structure et par rapport à l'organisation. Ils vont de ce fait faire évoluer la manière avec laquelle l'organisation est structurée, tout comme les actionnaires qui vont vouloir des retours rapides sur investissement et donc avoir forcément parfois des structures plus agiles. Alors une structure agile, c'est une structure qui sait adapter ses ressources financières, ses ressources humaines, ses ressources technologiques de manière à être plus en phase avec son environnement, de manière à mieux comprendre son environnement pour donner une réponse plus appropriée. Alors, on évite de cette manière-là une rigidité, un cloisonnement qu'on a pu voir dans certaines structures comme la structure fonctionnelle par exemple. On enlève certains niveaux hiérarchiques, on va parler de delayering. On va pouvoir mieux coordonner en s'ajustant et on va pouvoir surtout responsabiliser le personnel qui n'est pas un pion finalement dans la structure avec plein de chefs au-dessus, mais qui va pouvoir être impliqué de manière plus directe dans la prise de décision. Alors, on distingue dans les structures flexibles la structure par projet. Donc la structure par projet est une structure qui est assez éphémère. On va mobiliser une équipe sur un projet à court terme. Donc par exemple, on va développer un produit croisière et on va envisager le responsable, donc prendre le responsable production des hôtels clubs, le responsable finance des circuits et le DRH des hôtels clubs. Et avec ce petit groupe-là, on va pouvoir créer un projet. Et une fois que le projet est terminé, la structure va soit disparaître complètement, soit être intégrée et créer une structure à part. C'est le cas par exemple, souvent l'exemple qu'on donne c'est le projet Nespresso, qui était au départ seulement un projet sur lequel Nestlé a mis des équipes et des personnels particuliers. Et vu l'ampleur qu'a pris ce projet, la structure Nespresso est restée comme une entité spécifique de l'entreprise. Mais au départ, c'était seulement un projet qui aurait dû disparaître à la fin du projet. Une autre possibilité qu'on retrouve très très souvent, c'est la structure de l'entreprise en réseau. Alors l'entreprise en réseau, elle part d'une analyse qui a été faite par Porter sur la chaîne de la valeur. Donc Porter envisage toutes les organisations, principalement les entreprises, comme une coordination de deux types d'activités. Des activités principales qui sont souvent tournées autour de la production, du marketing, et des activités de soutien, des activités qui sont là pour faire en sorte que l'activité principale se produise. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout ce qui est ressources humaines, les services juridiques, le légal, et la comptabilité par exemple. C'est-à-dire que ces activités-là, RH, légal, comptabilité, en soi, ne sont là que pour faciliter le travail de la production, du marketing, mais le cœur de métier de l'entreprise se trouve en général plutôt autour de la production, parfois du marketing. Ça dépend si on est une entreprise qui va fabriquer par exemple des voitures, ou si on s'appelle Nike, ou là, si on s'appelle Nike, finalement, c'est plutôt le cœur de métier, c'est plutôt du marketing que de la production. Donc l'objectif en fait c'est pour la structure et l'organisation de maximiser les ressources
enfin de mieux utiliser les ressources pour maximiser la qualité de la production, et c'est-à-dire se concentrer uniquement vers ce qu'elle sait faire et ce qu'elle sait bien faire. Donc, pour pouvoir mieux allouer ses ressources, on va peut-être se rendre compte que certaines fonctions ne sont pas profitables et on va peut-être dans certains cas décider de les externaliser. Donc externalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une activité que je vais faire réaliser par quelqu'un d'autre. C'est le cas par exemple, alors sans forcément externaliser toutes les ressources humaines, mais on va pouvoir externaliser par exemple le recrutement en faisant faire le travail de recrutement à un cabinet extérieur. Ou la paye, qui est une fonction qui est extrêmement technique, qui évolue beaucoup, qui est très précise, et donc qui peut être parfois préférable de faire à l'extérieur par quelqu'un, par un service qui est spécifique et qui est très bien formé sur la paye, mais qui n'est pas interne à l'entreprise. On n'externalisera en général pas les fonctions principales de l'entreprise, comme la production ou le marketing, qui est le cœur de métier, mais on va pouvoir externaliser parfois et souvent même les fonctions de support. Au niveau du cœur de l'entreprise, parfois, ce qu'on va pouvoir faire, pour le coup, par contre, c'est du partenariat. Donc, à la différence de l'externalisation, où là, on délègue complètement et finalement, c'est une autre entreprise qui prend le relais, le partenariat, on travaille ensemble, d'accord? Et on va faire appel à une entreprise qui a des compétences que moi, je n'ai pas. Donc, par exemple, on va faire un partenariat pour la distribution des produits. C'est-à-dire que moi, je sais fabriquer, mais je sais pas distribuer. Donc, je vais pas l'externaliser en disant, bah voilà, distribue, je m'occupe plus de rien. Mais on va faire un partenariat en disant on va co-créer ensemble la chaîne de distribution. Ou on va pouvoir travailler en partenariat sur du marketing, où là aussi on va pas complètement externaliser, mais on va travailler ensemble pour créer une stratégie. Donc là, ce type de stratégie en réseau est aussi très intéressante parce qu'elle va diminuer les coûts fixes dans une entreprise et peut être intéressante aussi pour la santé financière de l'entreprise. Donc, l'entreprise va se concentrer sur son cœur de métier, on contractualise tout ce qui est soutien et on crée ensemble un objectif commun de manière à aller ensemble vers l'objectif de manière plus ou moins flexible en fonction de ce qui est dit dans le contrat. Un des grands exemples, et je vous montrerai pas forcément la vidéo ici, mais vous pourrez la regarder, c'est Aéroport de Paris et Avia Partners. Les aéroports fonctionnent en général en structure en réseau. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde un aéroport, le cœur de métier de l'aéroport, bah, c'est très peu de personnes. C'est généralement voilà, un groupe qui va s'occuper de tout ce qui est gestion peut-être du tarmac ou marketing. Ou accueil des VIP par exemple, mais tout le reste, tout ce qui se passe avec les avions, tout ce qui va être l'enregistrement des bagages, l'accueil des passagers, le catering, etc., ça va être fait par d'autres entreprises qu'on va appeler des sous-traitants, tout ce qui va être les boutiques aussi, les parkings, enfin l'aéroport en fait au final est un ensemble de contrats autour d'une grosse structure qui s'appelle l'aéroport. Mais l'entreprise aéroport en soi, souvent ne se concerne que de très peu de personnes, et c'est plutôt un ensemble de contrats et de sous-traitants qui vont travailler d'un commun accord vers cet objectif commun. On peut l'avoir aussi dans des réseaux d'entreprises, comme les réseaux de les musées de Savoie par exemple, où on va avoir plein d'entreprises qui vont travailler autour d'un même projet, mais chacun restera indépendante. Alors, on a vu les structures classiques, on a vu les structures plus flexibles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une structure va évoluer? Il y a un ensemble de facteurs qui font qu'une structure d'entreprise n'est jamais figée et que pour être plus performante, l'organisation va devoir faire évoluer sa structure. Alors, les principaux déterminants du changement sont nombreux. Le premier déterminant du changement, souvent, c'est la croissance du chiffre d'affaires, puisque si on vend davantage, souvent on a besoin de plus de personnes. On augmente son activité, on augmente sa capacité de production et on va évoluellement faire évoluer sa structure. Donc, on reparlera de tout ça dans le prochain chapitre de management. On parlera des stratégies, mais si on envisage la croissance interne, par exemple, c'est-à-dire qu'on va rester avec ses ressources propres, par exemple dans l'acquisition d'un nouveau système de production,
mais on va devoir trouver davantage de personnel pour s'occuper de ces systèmes de production, et là aussi, cela aura un impact sur la structure adaptée. En croissance externe, parfois, on va travailler avec de nouveaux partenaires, on l'a vu avec les structures flexibles, et là, on va devoir là aussi adapter sa structure en fonction de ce nouveau partenaire. Concernant l'élargissement du marché, on va voir en fait que l'apparition de nouvelles zones géographiques, de nouveaux segments de clientèle peut faire apparaître de nouvelles divisions au niveau d'une entreprise. Et concernant le développement des technologies de l'information et de la communication, celle-ci a aussi un impact très important sur les structures de l'organisation. On va pouvoir parfois modifier le système de production et donc avoir de nouveaux outils qui vont avoir un impact, des nouveaux outils qui aussi facilitent la collecte d'informations, tout ce qui est autour du traitement d'informations a un impact énorme sur les structures de l'organisation, tout comme les nouveaux logiciels qui permettent le travail collaboratif, les visioconférences, les activités à distance, qui là aussi, de manière évidente, ont pu avoir un impact sur l'organisation et sur leurs différentes structures. Concernant maintenant un autre facteur, donc à côté du facteur de croissance du chiffre d'affaires, à côté de l'élargissement du marché et des développements des technologies numériques, on va avoir les réorientations stratégiques. À partir du moment où l'entreprise change de stratégie, souvent sa structure va évoluer. C'est-à-dire, on voit sa structure, l'augmentation des parts de marché, en général, on peut rajouter une fonction, expansion géographique ou diversification vers un nouveau produit, on va rajouter souvent une division. Et si on s'internationalise, souvent, on va passer en structure matricielle pour pouvoir un petit peu mélanger les fonctions et les divisions, ou même en structure plus flexible, avec une entreprise en réseau, travailler davantage par contrat avec des partenaires sur le marché. Alors, pour conclure, évidemment, changer la structure, ça se fait pas souvent de manière très facile. Souvent, on a des résistances. Souvent, d'ailleurs, on va être obligé de faire appel à des consultants externes pour faire accepter les changements de structure aux salariés. Pourquoi les salariés résistent? Bien parce que forcément, quand on dit changement de structure, on modifie les habitudes. On l'a vu avec l'arrivée de la visioconférence au départ. Pour certains salariés, ça a été très compliqué. Même si certains ont apprécié, d'autres ont trouvé ça très compliqué. Il va falloir évidemment, avec un nouvel outil, une nouvelle structure, il va falloir s'adapter, et parfois pour certains salariés c'est compliqué. Clairement, qui dit modification de structure dit souvent aussi peur des licenciements, parce que parfois changer la structure sous-entend aussi supprimer des divisions, supprimer des fonctions, faire appel à des sous-traitants, externaliser et donc se séparer de certains salariés. Et changer la structure dit aussi redéfinir les pouvoirs, c'est-à-dire que certaines personnes qui avaient le pouvoir dans l'entreprise en ont moins parce que la structure est plus flexible, parce qu'on travaille en réseau, parce que certaines fonctions sont externalisées et donc le pouvoir disparaît. Donc tout cela fait que les salariés sont parfois résistants au changement. Et que pour pouvoir évoluer, l'entreprise va devoir prendre en compte là aussi l'adaptation de sa culture d'entreprise qu'on a vu dans le chapitre précédent de management pour pouvoir s'adapter au changement et faire évoluer sa structure de manière positive. Voilà pour ce chapitre sur la structure des organisations. J'espère qu'il est clair et que les explications vous permettront de comprendre le propos.